Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu que j'ai acquis il y a quelques semaines et dont on vient de faire le test dans mon club la semaine dernière. Voilà, comment on s'est régalé, je ne résiste pas à l'envie de vous le présenter. Il s'agit de War Room. Alors, War Room, c'est quoi? C'est un jeu de stratégie, même de grande stratégie, comme se prennent à l'appeler les joueurs outre-Atlantique. Grande stratégie, ça veut dire qu'en fait, ça se fait sur une carte qui représente des pays, des continents, voire le monde entier. Donc là, c'est la carte du monde, hein, comme vous allez le voir. Et c'est un wargame, hein, c'est-à-dire que on va jouer des scénarios de bataille allant de conflits relativement localisés jusqu'au conflit global entre les nations durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc c'est un jeu qui est assez gigantesque, hein. Il y a un matériel de très très bonne qualité, comme vous allez le voir. Il y a beaucoup de choses dans la boîte, hein. La boîte est très lourde et elle est grosse, hein, oui. Donc la taille de la boîte, c'est quand même quelque chose. Donc c'est un jeu qui est vendu, voilà, il est vendu entre 250 et 300 euros. Sur la boutique actuellement, je crois qu'il est à 290. En solde, il est à 255 dollars. Voilà. Donc il est vendu chez Nightingale Games. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc pour 2 à 6 joueurs, 14 ans et plus. Oui, il est pas. Alors il a l'air extrêmement compliqué, tout ça, pas du tout en fait. Vous allez le voir. Et donc 1 heure par joueur. Donc ça peut faire des parties très longues quand on joue à 6. Hein. Voilà. Donc c'est un gros jeu pour de grosses parties. Je pense que je ferai des vidéos détaillées sur les règles de ce jeu parce que vous allez voir, il est vraiment passionnant. Alors j'ajoute aussi qu'il existe des règles solo qui ne sont pas des règles officielles, mais voilà, ça vaut peut-être le coup de se pencher là-dessus. J'essaierai de voir si elles sont facilement jouables et voilà, si elles valent le coup d'être utilisées. Voilà, donc sans plus attendre, j'ouvre la boîte. Alors évidemment, c'est pas un déballage du jeu tout neuf, hein, puisque voilà, j'ai déjà fait plusieurs parties. Mais voilà, je vais vous montrer ce que vous avez dans la boîte quand vous avez War Room. Alors déjà, oui, je vous dis, je joue avec ma table. J'ai une table qui peut s'ouvrir et se fermer. J'ai été obligé de la fermer parce que le plateau de jeu ne rentre pas sur la table. Sinon, le plateau de jeu est très très grand. Alors, donc, petite feuille de protection. Là, on a des plateaux. Alors, on a 2 fois le même, ici et ici. Ça, ce sont des plateaux qui vont servir à résoudre les batailles. Vous avez un plateau pour les batailles qui se passent sur les territoires terrestres. Et de l'autre côté, c'est pour les territoires maritimes avec les bateaux. Voilà. Donc, bon, je vous montre ça en détail tout à l'heure. Hein. Voilà. Oui, la qualité est bonne quand même. Hein. C'est carton bien épais. Aucun souci là-dessus. Puis ils sont grands. Hein. Vous voyez la taille. C'est à peu près du A3, ça, c'est peut-être même un petit peu plus large que du A3. Voilà. Tenez, regardez, j'ai une feuille A4 ici, voilà. Voilà, ça c'est une feuille A4, voilà, pour vous donner une idée. Hein. Donc ces plateaux de bataille sont assez grands. Voilà. Alors ensuite, on a un plateau aussi qui va permettre de gérer, en gros, les points de victoire. Enfin, c'est pas vraiment des points de victoire, c'est des points de stress. Mais c'est le tableau qui va permettre de voir où on en est au niveau du conflit, au niveau de la pression qui est appliquée sur chaque nation. Voilà. Et alors ensuite, on a donc le plateau qui est un gros puzzle. Donc ce que je vais faire, je vais sortir donc les bouts. Vous voyez, le plateau en fait, il est en plusieurs parties comme ça. Vous voyez.
Alors je vais l'assembler pour vous montrer. Voilà, encore un bout. Deux autres bouts plus petits. Voilà. Voilà. Et le plateau central. Donc je vais l'assembler, comme ça je vais pouvoir vous montrer le reste par-dessus. Alors ce plateau de jeu, on va l'installer le mieux possible. Alors ça m'étonnerait que ça rentre avec la caméra, mais je la déplacerai, c'est pas grave. Voilà. Voilà, quoique, on va peut-être pouvoir suffisamment d'angle avec la caméra. On va voir. Hop. Donc c'est un puzzle de niveau très difficile puisqu'il y a 4 pièces et que moi je suis nul en puzzle. Voilà. Et voilà. Ça comme ça. Et au centre, le disque central. Au centre, le disque central, donc hein, c'est normal. Voilà. Voilà le plateau après assemblage. Donc vous voyez un peu la taille du truc. Vous voyez un peu la taille du plateau. Alors, donc la taille du plateau, du coup. On est sur, ouais c'est ça, 42 pouces, ça fait 1 mètre et 6 cm quand même, 1 mètre 6. Donc il est circulaire, hein. On a l'impression, on a un effet d'optique qui fait penser qu'il est ovale, mais pas du tout, il est circulaire. Et voilà, donc 42 pouces, hein, 1 mètre et 6 cm, c'est quand même pas mal. Donc vous avez largement la place de vous amuser là. Oui. Donc on a pas mal de pays qui sont représentés. Oui. Voilà. Ok, donc je continue de vous montrer le contenu de la boîte. Parce que vous allez voir, c'est loin d'être fini. Hop. Livre de règles. Alors on s'attend à un livre de règles super épais, compliqué et tout. Regardez. Alors je vais enlever les scénarios qui sont à la fin. Hein. Voilà, mais en gros, il y a une vingtaine de pages de règles. C'est tout en couleur, tout est illustré, tout est bien détaillé avec des exemples. En fait, c'est vraiment très très bien fait. Alors c'est en anglais, hein, c'est un jeu qui est en anglais, mais vous trouverez assez facilement la traduction des règles sur Board Game Geek. Si je peux, je vous mettrai le PDF en lien pour ceux que ça intéresse. Alors, la traduction des règles en français, c'est la version 1. Dans la boîte, vous voyez, vous avez la deuxième édition. Le seul ajustement aux règles qu'il y a eu, c'est quelques modifications sur le plateau de morale, c'est-à-dire le plateau qui permet de comptabiliser les points de stress de chaque pays. On va y revenir, mais je suis en train de modifier ce PDF hein, de la version 1 pour le mettre à jour en version 2, donc je vous le ferai passer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
des dés qui servent à la résolution des batailles, hein, comme vous vous doutez bien. Alors c'est des dés 12 de couleur, c'est un système assez ingénieux que je vais vous montrer tout à l'heure. On a des porte-cartes ici, vous voyez. Alors vous avez les nations, hein, qui sont en jeu, donc Italie, États-Unis, Allemagne, bien sûr, c'est le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Angleterre, donc. Alors on a des porte-cartes qui sont neutres aussi. Japon, URSS, Chine, voilà, et d'autres porte-cartes neutres qui permettent à tout un chacun de stocker des cartes supplémentaires. Bon, alors les cartes, on va y revenir aussi. Ça, c'est deux plateaux que j'ai pas encore utilisés. C'est des plateaux faits pour marqueurs effaçables et qui permettent de jouer les batailles selon une variante raccourcie, on va dire. Voilà, donc vous avez des plateaux comme ça. Vous voyez, ils sont vernis, hein, pour pouvoir utiliser les marqueurs effaçables. Ensuite, on a deux plateaux de référence du jeu. Voilà la séquence du tour et les détails des combats. De l'autre côté, on a une copie de la carte. Donc on en a deux. En fait, ça sert à quoi? Ben, généralement, ce jeu il va se jouer l'axe contre les alliés, puisque ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, mais l'auteur du jeu, vous l'avez vu, hein, c'est Larry Harris. C'est l'auteur du fameux jeu Axis and Allies, d'accord? Donc voilà, le mec, il n'est pas né hier, quoi, hein, donc il sait faire des jeux. Ça permet aux équipes, hein, de fomenter leur plan discrètement à l'écart des oreilles de l'équipe adverse, et donc d'avoir une carte pour pouvoir discuter des stratégies, quoi. Donc c'est super bien. Alors ah oui, alors ça c'est un, ça je l'ai gardé, mais en fait c'était, vous savez, c'est les feuilles qu'ils mettent entre le blister et la boîte, hein, qui indiquent le contenu du jeu, et au dos vous avez les instructions d'assemblage des divers jetons qu'on va utiliser. Voilà. Dans cette enveloppe, il y a des autocollants. Voilà. Alors, ces planches d'autocollants, pourquoi il y a ça? Ben parce qu'en fait, les jetons, il faut les faire soi-même. Enfin, il faut les faire soi-même, on va se calmer quand même. Hein. En fait, les jetons sont livrés juste en plastique, hein, mais il faut positionner soi-même les autocollants dessus voilà, parce que j'imagine que c'était une contrainte technique, et c'est pour limiter le coût, déjà que le coût du jeu est assez élevé. Vous allez comprendre quand vous allez voir la quantité de jetons qu'il y a. Donc, on enlève l'insert, et dessous, on a encore plein de trucs. Alors, on a des feuilles d'ordre. D'accord? Donc, chaque nation va avoir son petit carnet. Vous voyez, par exemple, les Russes, son petit carnet avec ses feuilles d'ordre. Okay. On peut trouver sur le net, évidemment, les mêmes à imprimer, ou des feuilles Nightingale Games, le revendeur du jeu, propose aussi les mêmes, mais version vernis comme ça, vous voyez, pour les marqueurs effaçables. Donc voilà, on a le choix. Hein. Donc voilà, vous avez par nation un bloc de feuilles d'ordre. Voilà. Alors c'est pas toutes exactement les mêmes. Par exemple pour l'Italie, je crois que ouais c'est ça. Pour l'Italie, vous voyez, vous avez que 6 cases ici, alors que pour le Japon, vous en avez 9. Voilà, il y a quelques petites subtilités comme ça. C'est pareil, on y reviendra. Ensuite, pour chaque nation, vous avez une boîte, comme ça, qui ressemble à une boîte d'allumettes, hein, et dans laquelle vous avez c'est marrant, ils ont... Ah oui, voilà, c'est ça. Dans laquelle vous avez tout le matériel pour une nation. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un petit plateau qui va servir à
comptabiliser les ressources de la nation. Alors dans le jeu, il y a 3 ressources différentes. Le pétrole, oil, iron c'est le fer, et OSR c'est Other Strategic Resources, ça veut dire les autres ressources stratégiques. Voilà. Donc pétrole, fer et autres, en gros. D'accord. Et ensuite vous avez l'autre côté du plateau qui sert à jouer la version accélérée du jeu. Voilà. Ce petit plateau, il va s'utiliser avec des sortes d'épingles comme ça, en plastique, voilà, qui vont permettre de visualiser où est-ce qu'on en est au niveau ressources. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a des cartes. Bon, je les ai mis sur pochette, hein, mais chaque carte, en fait, va correspondre à une région sur la carte qui est en la possession de la nation. Donc en fait, ces cartes, elles vont pouvoir voyager de joueur en joueur au fur et à mesure que les nations sont capturées par les uns ou par les autres. Voilà. Au début de la partie, le joueur en question, il va mettre ses cartes sur son porte-carte. D'accord? Voilà, ça va être comme ça, quoi. Voilà, d'accord? Comme ça, il va avoir toutes les cartes alignées les unes au-dessus des autres. Hop. Alors, quel intérêt de faire ça? Pourquoi on doit faire ça? Mais parce qu'en fait, d'un coup d'œil, on a la production de chacune des régions, donc en pétrole, en fer et en autres ressources stratégiques. Voilà. Donc ça sert à ça, entre autres. Hein. Voilà. Donc on a pour chaque nation des cartes. Et on a des pions. Alors les pions, ils vont représenter pas mal de choses. Alors vous avez les pions qui sont de 3 formes différentes. Donc les pions ronds comme ça avec un numéro, ce sont des unités. Et la forme détermine le type d'unité. Là, les rondes, ce sont les unités aériennes. Voilà, elles sont numérotées. Voilà. Donc vous avez. Alors vous voyez, c'est ça les autocollants dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est cela qu'il faut coller après l'acquisition du jeu, quoi. Les unités carrées, c'est les unités au sol, donc infanterie, artillerie et blindés. Et les unités, regardez, voilà, ça c'est un pion encore vierge, d'accord, de remplacement. Si jamais je perds un pion, j'ai encore des autocollants et je pourrais faire mon remplacement. Ça, ce sont les bateaux, d'accord, ce sont les unités navales. Voilà. Et ensuite, vous avez toute une série de pions plus utilitaires. Donc ça, c'est des marqueurs qui vont représenter les nations sur la piste du plateau central, dont je vous parlerai tout à l'heure. Ça, ce sont des marqueurs de nations qui permettent d'être posés sur un territoire. Alors, lorsque le territoire n'appartient pas au départ du jeu à la nation, mais qu'il a changé de camp. Donc ça vous permet de l'estampiller. Voilà, vous avez des jetons comme ça qui permettent d'utiliser vos unités. Bon, alors vous avez comme ça 7 nations. D'accord. Bon, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 6 joueurs, mais il y a 7 nations qui sont en jeu et ça va dépendre des scénarios. Donc voilà, le Japon. Alors, je ne vais pas toutes les ouvrir, mais c'est pour vous montrer. Je vous en ouvre une autre pour que vous voyez des couleurs différentes, à la limite. Hop, alors, attendez, j'enlève ça. Voilà, les Allemands par exemple. Hop. Voilà, vous voyez, les pions, ils ont un autre codage de couleurs. Hein. Voilà, ceux-là ils sont gris. Voilà. Mais on reconnaît, ça permet de bien distinguer les nations sur le plateau de jeu. Voilà. Ok. Allez, je sors tout et je continue de vous montrer le reste. Alors ça c'est une cale, donc voilà, je vais la laisser là. Alors ensuite on a ici des pions d'aide au jeu, on va dire. Alors dedans vous avez des cartes qui vont correspondre aux pays neutres. D'accord. Par exemple là c'est la Turquie, le Mexique, l'Amérique centrale, voilà, etc. Tout ça, ça va correspondre aux pays neutres. Irlande, Portugal, Arabie, etc. D'accord. Vous avez des jetons qui vont représenter les médailles d'un côté et les biens civils de l'autre. Alors les biens civils, ça va être des
des productions qu'on peut faire aux nations pour améliorer le quotidien de ces populations et donc limiter le stress qui leur est infligé par la guerre. Voilà. Ça, ce sont des jetons qui permettent d'indiquer que certaines unités sont en production. Et oui, parce que c'est un jeu où il y a de la production d'unités. Ça, ce sont des jetons bombardement, donc, qui permettent de montrer que le territoire en question a été bombardé. Ça, ce sont les jetons de conflit, voilà, qu'on va poser chaque fois qu'il va y avoir un conflit à résoudre. Et ça, c'est le même jeton qu'on va retourner lorsque le conflit en fait est en cours de résolution, mais lorsque le territoire est encore contesté, c'est-à-dire après le premier tour de conflit. Voilà, et ça c'est pour une mini-extension, une nano-extension comme ils disent, qui permettent de rajouter des paramètres de réalisme sur les sous-marins. Bon, je ne m'en suis pas servi pour l'instant. Voilà, regardez la qualité quand même, c'est chouette. Hein, des boîtes qui sont impeccables. Et là ensuite vous avez une grosse boîte dans la boîte. Vous voyez, donc elle est assez imposante. Hein. Je vous montre par rapport, enfin vous avez vu, hein, de toute façon, je vous montre par rapport à une feuille A4. Vous voyez, voilà, c'est la taille de la boîte à peu près. Donc, je vais enlever tout ça et je vais vous montrer plus précisément. Voilà, alors cette boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, déjà, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait une boîte à double rabat, c'est-à-dire qu'en fait, on peut enlever le couvercle des deux côtés, vous voyez, comme ça, et c'est aimanté dessous, hein, d'accord? C'est-à-dire que le rabat, il est aimanté. Hop, on peut enlever donc le couvercle comme ça, et on se retrouve avec un insert très pratique, hein, avec tous les pions. Alors pourquoi on a tous les pions comme ça? Parce qu'à ce jeu, les pions des unités sont génériques en fait. C'est-à-dire que, donc admettons, je vais sortir le Japon. Attendez, j'ai oublié de ranger mes cartes ici. Je vais les remettre avant que ce soit trop le désordre. Je suis assez doué pour le désordre. Voilà. Donc je disais, on va prendre l'exemple du Japon. Voilà. Les unités carrées, donc c'est les unités au sol, donc ça ce sont les unités d'infanterie. D'accord. L'artillerie et les blindés. Okay. Donc si j'ai une armée au sol qui contient deux unités d'infanterie, une unité d'artillerie et une unité de blindés, vous voyez, je fais ma pile comme ça, un peu comme je ferais, vous savez, sur les wargames où vous avez les petits jetons en carton là, bon, sauf que là ils sont en plastique, donc en fait ils s'emboîtent, hein, d'accord, donc ils tiennent, ok, et on les coiffe avec le numéro d'unité et qui la commande, voilà. Donc là je vois que c'est une unité japonaise, c'est la 52e et elle est composée de, c'est une armée japonaise qui est composée d'une unité d'artillerie, deux unités d'infanterie et une unité de blindés. Voilà. Donc ça, ensuite on les pose sur la carte pour indiquer les forces en présence. Voilà. Voilà. Même chose pour les avions. Donc vous avez les chasseurs et les bombardiers. Pareil, hein. Toutes les combinaisons possibles peuvent être réalisées. Alors, la limite, c'est de 8 unités par armée. Voilà. Et les bateaux. Alors, les bateaux, on a les sous-marins en jaune. En bleu, on a les croiseurs. D'accord, donc des bateaux un peu plus légers, on va dire. Voilà. Ensuite, on a les... Alors, c'est quoi cela déjà? Putain, j'ai perdu le nom. Ah ben oui, bien sûr.
n'importe quoi. Les porte-avions, non, les porte-avions, et les cuirassés, donc les battleships anglais, d'accord. Donc les plus costauds, c'est eux en fait, hein, d'accord. Voilà, donc là, vous pouvez avoir une armée avec toutes ces pièces, et ça, donc, c'est sur les territoires maritimes, bien sûr, hein, d'accord. Voilà. Voilà, ce qui fait que vous voyez qu'on a de quoi s'amuser. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a des pions blancs qui servent en fait, quand on manque d'un autre pion, qui sert à indiquer que l'unité qu'il y a dessous, elle est répétée 3 fois en fait. D'accord? Donc ça, c'est 3 unités de... C'est 3 croiseurs. Voilà. 3 unités de croiseurs. Ça, ce sont les avions qui sont envoyés par les porte-avions au combat. Donc ça, c'est le côté allié, ça, c'est le côté axe. Et ça, ce sont des flèches qui sont là pour marquer les avions qui ont été activés lors de ce tour. Alors pourquoi? Parce que ben, quand ils sont activés, c'est qu'ils ont décollé, et donc c'est qu'ils doivent atterrir. Donc pas, ça sert à mémoriser ça. Voilà. Parce que les avions peuvent rester au sol pendant tout un tour, voire plusieurs, si vous n'en avez pas besoin, quoi. Voilà pour le matériel du jeu, hein. Voilà, on est pas mal. Donc je vais rapidement maintenant, parce qu'en fait je pense que je vais faire d'autres vidéos dessus où je vais être un peu plus précis, où je vais prendre un peu plus de temps de vous expliquer. Mais assez rapidement, je vais vous parler un petit peu de comment se passe le tour de jeu, comment se passe une partie de War Room. Alors War Room, c'est un jeu à scénario, hein. Donc dans la version 2 du jeu, il y a 5 scénarios. Alors ce qui est absolument génial, parce que avec 5 scénarios, vous pouvez jouer une partie à 2 joueurs. Celle-là, c'est une partie à 2 joueurs, d'accord? Le front de l'Est, donc vous voyez, on vous dit le joueur 1 va jouer l'Union soviétique, et le joueur 2 va jouer l'Allemagne. Voilà. Et on vous précise que l'Italie ne sera pas utilisée parce qu'elle est considérée comme se concentrant sur le théâtre méditerranéen. Bon, voilà. Donc avec les objectifs du scénario et les régions qui sont en jeu. Voilà. Donc tout ça, en fait, ça va être la carte sur laquelle on va jouer. Vous voyez, donc c'est qu'une partie du plateau. Et donc c'est bien parce que ça permet de se faire la main. Petit scénario d'initiation très sympathique, et pas que d'initiation, hein, je pense qu'il y a pas mal de stratégies à utiliser. Et alors, plus on remonte, plus on a des scénarios faits pour des joueurs nombreux. Donc ce scénario, l'Afrique du Nord, celui-là, il est prévu pour 2 à 4 joueurs. Vous voyez, et vous avez 2 options pour 3 joueurs. Vous avez le scénario de la guerre du Pacifique, donc celui-là il est prévu pour 2 ou 3 joueurs. Vous voyez, donc chaque fois on va utiliser une région particulière. Ensuite vous avez la guerre en Europe, donc pour 5 joueurs. Donc là ça commence à être bien globalisé, hein, d'accord. Là vous avez 3 continents, quasiment 4 même. Et après, vous avez la guerre globale. Donc là, on joue sur toute la carte et ça peut se jouer jusqu'à 6. Mais ça peut aussi se jouer à 2 si on veut, hein, d'accord? Parce qu'il y a un joueur, et bien, il va jouer, un joueur va jouer les forces alliées et l'autre va jouer les nations de l'Axe. Voilà. Et vous avez à chaque fois les conditions de victoire et les seuils de stress. Donc ça, on en reparlera. Le seuil de stress, c'est à partir de combien de points de stress des malus vont se déclencher pour les nations. Alors, c'est un jeu qui fonctionne non pas avec des points de victoire, mais avec des points de stress. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner des points de victoire, vous infligez des points de stress à l'adversaire. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Et évidemment, plus vous avez de points de stress, plus votre nation risque un effondrement économique, etc. Voilà. Alors, comment ça marche? Je vais reprendre une des aides de jeu et je vais la suivre pour vous détailler un petit peu le plan, hein, le plan du jeu, pour que vous ayez une idée
générale de comment ça joue ce jeu. Alors, bon, déjà, je vais pousser un peu tout ça pour qu'on voit un peu plus la carte. Hop. Hop. Voilà, elle est quand même magnifique, donc ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Alors. Le tour se compose en 7 phases. Alors attendez, je vais même vous montrer la référence traduite. Je dois avoir quelque part par là. Oui. Je dois avoir quelque part par là. Alors, voilà. Hop, voilà la référence, la séquence des phases. Alors, première phase, on va gérer l'économie. Donc en gros, l'idée c'est que on va regarder sur nos porte-cartes là. D'accord. On va avoir toutes les cartes des nations qu'on a. On va faire le total de ce que nos régions produisent. Et on va sur la grille des ressources, on va positionner nos aiguilles qui vont représenter où on en est, quoi. Voilà. D'accord. Ça c'est un exemple, hein, mais voilà. Voilà, le Japon, normalement, dans le scénario de guerre globale, au tour 1, il en est là. Alors, on a une petite coche qui permet de le repérer, hein, sans avoir à calculer. Voilà. C'est-à-dire dans les conditions de départ, le Japon, il a ces ressources-là. Voilà. Planification stratégique. Alors ça, c'est vraiment rigolo comme phase. Chaque joueur va écrire les ordres pour ses unités. C'est-à-dire qu'en fait, donc je prends le Japon. Hein. Alors, ici, on va utiliser cette partie-là. D'accord. Et on va pouvoir donner jusqu'à 9 ordres. Alors, certains scénarios vont interdire les 3 derniers, donc 6 ou 9 ordres, on va dire. Donc on met le numéro du tour ici, et puis on dit l'unité numéro tant va aller dans telle région. Vous voyez que toutes les régions en fait sont identifiées avec un code. Hein. Donc par exemple ici M2, hein. Ici G4, G5, etc. Voilà. Et ça se fait en secret. Ce qui veut dire que les joueurs ne savent pas a priori ce que vont faire les autres. Alors ils peuvent émettre des hypothèses, mais c'est tout. Et ensuite, dans les phases ultérieures, on va confronter ces ordres et on va voir ce qui se passe. Voilà. En parallèle, les nations vont parier, vont mettre en jeu une enchère de pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dépenser du pétrole et ils vont inscrire combien ils comptent dépenser. Ça peut être 0 et ça ne peut pas dépasser évidemment la réserve de pétrole qu'ils ont. Puisque c'est du pétrole qui va être dépensé. Alors à quoi ça sert? Ben, ça sert à avoir l'initiative. C'est-à-dire que une fois qu'on va révéler tous ces ordres, on va commencer par établir l'ordre du tour. Et l'ordre du tour, il va être maintenu pour tout le tour. Alors, l'ordre du tour, je vais trouver le jeton, voilà. Les nations qui ont parié le plus de pétrole vont choisir en premier si elles se mettent en premier, en deuxième, en troisième, etc. dans l'ordre. Ok. Et s'il y a des ex-aequo aux enchères, on tire au sort. Voilà. Ce qui fait qu'à la fin, on va avoir un ordre du tour comme ça avec les jetons de toutes les nations. Et à chaque fois, vous allez voir que dans plein de phases, on va suivre cet ordre du tour. Voilà. Au début de la partie aussi, on place aussi le drapeau sur la piste comment dire, d'état des nations. En fait, c'est l'état des nations. Donc en fait, plus une nation va avoir de stress, plus elle va se décaler comme ça sur cette piste-là.
Et ça récapitule en fait dans quel état se trouve une nation et donc quels sont les malus qui s'y appliquent, quoi. Au début, il n'y en a aucun, bien sûr, et plus ça va aller, plus vous allez perdre. Alors, perdre des ressources, perdre des avantages, perdre des ordres, etc., jusqu'à l'effondrement économique et les désertions de masse. Voilà. Donc, bon, tout ça, c'est très sympa. Voilà, donc ça, c'est la phase de planification stratégique. Bon, voilà, on paye les enchères de pétrole, tout ça. Après, on fait les mouvements. Alors, donc là, je vais pas jouer, je vais pas vous le donner en détail, hein, mais en gros, c'est là que dans l'ordre du tour, chacun va se déplacer, hein, va se déplacer d'une région à l'autre, tel que indiqué sur ces ordres. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est que c'est un adversaire qui va lire la feuille d'ordre, et vous êtes sur le plateau et vous modifiez, vous déplacez vos unités. Voilà. Il se peut que des ordres ne soient plus possibles en fonction des déplacements des autres unités qui ont eu une meilleure initiative que vous. Voilà. Et à ce moment-là, il y a des règles pour départager ces situations. Voilà, pour trancher ces situations. Après les déplacements, vous vous doutez bien qu'il y a le combat. Voilà. Alors le combat, c'est aussi très sympa. Vous avez un plateau de combat. Donc c'est pareil, hein, j'y reviendrai, je pense que je ferai quelques vidéos là-dessus. Le plateau de combat, en fait, en gros, on va transférer les unités qui sont dans une région sur le plateau de combat et il va nous permettre de savoir très facilement quels sont les dés à lancer et combien de dés on peut lancer, hein, voilà, suivant s'il y a des avions, s'il y a des tanks, etc. Et on jette les dés, on applique les résultats et on envoie les pertes sur un autre plateau qu'on doit avoir à proximité, qui est le plateau de morale. Ces pertes-là, en fait, suivant les nations, elles vont totaliser, vous voyez, les unités vont avoir un coût et donc vont totaliser un certain nombre de points de perte qui vont être traduites en stress. Voilà. Et le stress, il y a une piste de stress ici, donc on va avancer notre nation en point de stress au fur et à mesure qu'on a des pertes ou bien qu'il se passe d'autres choses qui ajoutent du stress. Et si on atteint le seuil de stress de la nation en particulier, cette nation, elle va progresser sur cette piste-là et donc encaisser des malus. Voilà, donc ça se passe comme ça. Donc après les combats, réorganisation et déploiement, évidemment. Après les combats, on a droit à certains mouvements résiduels, par exemple pour les avions, on peut réorganiser les commandements, c'est-à-dire fusionner les armées ou les séparer en deux. Après, on a une phase où on va totaliser le moral, c'est-à-dire que pendant le combat, on pose les pions qui ont été vaincus sur ce plateau, mais on ne fait pas le décompte. Le décompte, on le fait là. D'accord ? Et voilà, à la phase de morale, on fait le décompte de toutes les batailles, en fait. On le fait une seule fois. Et on déplace les états, les jetons des états sur la piste de leur état central. Voilà. Et ensuite, on a une phase de production. Dans la phase de production, là, on va décider, alors c'est pareil, hein, c'est de nouveau avec la feuille d'ordre, on va décider de ce qu'on fabrique en fonction des ressources qu'on a. D'accord ? Par exemple, ici, je vois qu'un chasseur, ça coûte 2 pétroles, 1 fer et une autre ressource. Voilà. Un croiseur, ça va nécessiter 2 pétroles, 3 fer et 2 autres ressources. Voilà. Donc, il y a une gestion des ressources. Puisque, qu'est-ce qui produit les ressources ? C'est les cartes régions. D'accord ? Donc, il y a des régions que vous allez avoir intérêt à essayer de capturer, d'autres pas. Voilà, le tour se fait comme ça, c'est-à-dire que en début de tour, on produit, d'accord, enfin on produit, en début de tour, on encaisse les ressources, on fait les déplacements, on fait les combats, on teste le moral, et on décide des unités à produire, voilà, et on recommence comme ça. Et les combats sont assez rapides et sont assez meurtriers. Hein. Ça dégage vite, hein, les unités. Donc,
Donc, ce qui fait que le jeu, en fait, il va être long quand on va jouer à 4 à 6 joueurs. Hein. Ça, on va pas se mentir, hein. C'est pas un jeu, c'est pas un petit jeu, hein, c'est un gros jeu. Mais par contre, pour une soirée, vous pouvez jouer à deux ou à 3 sans problème. Vous pouvez faire rentrer une partie en 2 ou 3 heures, quoi, hein. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il faut plutôt prévoir l'après-midi ou la journée. Bon, ben, c'est un peu normal hein, aussi quand vous commencez à avoir des tables à 5 ou 6 joueurs. Forcément, ça prend plus de temps, mais je dirais, quel que soit le jeu, hein. Donc celui-là encore plus, puisque c'est vraiment un gros jeu. Voilà. Bon, je m'arrête là hein, pour cette petite présentation. Je pense que je ferai. J'ai l'impression que ça n'existe pas en français. Donc je pense que je ferai une série de vidéos dans laquelle on va voir toutes les règles en détail pour ceux qui ont le jeu et pour ceux qui s'y intéressent, hein. Voilà, je pense que ça peut être sympa. En bonus, je vais vous montrer le plateau en néoprène qui existe et que j'ai aussi acheté, oui, parce que je suis un fou, hein, mais vous le savez hein, maintenant. Donc je vais débarrasser un peu tout ça et je vais vous montrer ce plateau-là. Voilà. Alors, regardez-moi ça. Ça, c'est le tube dans lequel se trouve le, le plateau. Donc, Jumbo World Map, d'accord? Voilà, vous êtes prévenus. Donc, la carte là, en néoprène est encore plus grande que le plateau. Pas beaucoup, hein, mais pas beaucoup plus grande, mais elle est plus grande. Donc, ben voilà, c'est un confort supplémentaire quand vous jouez, vous faites des grosses parties. Voilà, donc je le sors de l'emballage, voilà, ça se présente comme ça, hein. Hop. Et on va le mettre. Alors les couleurs sont plus vives hein, aussi, bizarrement, sur le tapis en néoprène, il y a plus de contraste, ça se voit nettement. On aurait tendance à croire que c'est parce que le bateau est plus mat, il y a moins de contraste, en fait non. Là, voilà. Donc vous voyez un peu le truc, hein. Donc il est quand même plus grand. J'essaie de vous montrer un peu toute la surface. Voilà, donc ça permet de jouer. Alors il faut une grande table, hein. Là je vais mesurer encore une fois pour vous dire exactement, mais à mon avis c'est grand, ça doit bien faire 44 ou 46 pouces, c'est ça. Voyons. « 46 pouces, ouais, c'est ça. 117 cm. Donc vous voyez 1,17 m alors que donc vous avez 10 cm de plus de diamètre. 10, 11 cm de plus de diamètre. Voilà. Et ben voilà, là vous avez un plateau grand luxe quoi. Alors le plateau n'est pas donné, hein, enfin, le plateau. Le tapis il vaut 85 $, je crois, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est un budget, hein. Voilà, donc, mais voilà, quand on aime, on compte pas. Je vais déplacer un peu la caméra pour vous montrer un peu plus en détail. Voyez.
Donc très grande carte. Donc avec la piste centrale de l'état des nations. Voilà. Alors n'hésitez pas à aller voir sur Board Game Geek, vous allez trouver pas mal de traductions, notamment de cette piste-là. Enfin, voilà, vous allez trouver pas mal d'aides de jeu en français qui vont vous permettre d'agrémenter vos parties si vous avez du mal avec l'anglais. Bien que là, je ne pense pas que la langue soit une énorme barrière sur ce jeu. Mais voilà, on est tous différents et on n'est pas tous malheureusement égaux par rapport à la langue de Shakespeare. Voilà, ceux qui sont à l'aise, évidemment, il n'y a pas de problème, mais si vous êtes un peu plus... si c'est un peu plus dur pour vous, bon voilà, n'hésitez pas à aller voir sur les sites Board Game Geek et même sur le site de l'éditeur Nightingale Games, il y a le livret de règles traduit. Hein. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de présentation. Je pense que je ferai le tour des règles dans d'autres vidéos qui vont suivre. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous fais des bises et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.